Sindouli, au Népal. Ses deux sœurs, Sunita et Ashunta, sont en train de perdre la vue parce qu'elles sont pauvres. Sur notre terre, toutes les minutes, un enfant devient aveugle par pauvreté. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Dans ce film, nous allons montrer comment il a été possible d'aider ces deux fillettes. Suivons la Croix-Rouge à Janakpur, une ville sainte dans le Térail. Cette plaine alluviale bordant la frontière indienne abrite la moitié de la population népalaise. Aucun touriste ne s'aventure jusqu'ici. Seules y viennent les œuvres d'entraide. Terminus, Janakpur. Le train quotidien en provenance du nord de l'Inde s'arrête là. Les passagers voyagent serrés dans les wagons. Les maladies contagieuses se répandent très vite. Tous les transports publics sont bondés. Les rues non goudronnées sont poussiéreuses et sales. Janakpur compte 50 000 habitants et autant d'animaux. Les cloaques bordant les rues recueillent les immondices de tout ce monde. Cochons sauvages, vaches et chiens fouinent à la recherche de nourriture et repartent en laissant leur déjection. Le manque d'hygiène et la misère sont les principales causes de cécité. Toutes les 6 secondes, un adulte perd la vue et chaque minute, un enfant. Parce qu'ils sont pauvres. Ici, la Croix-Rouge suisse leur vient en aide. En collaboration avec des partenaires locaux, elle a construit et équipé l'hôpital ophtalmique Sri Janaki en 1995. Cet hôpital, bien trop petit, accueille chaque année plus de 60 000 patients. Le personnel ne compte que 45 personnes, dont 3 médecins. Dès l'aube, les premiers patients se présentent à l'accueil. Les traitements sont peu coûteux, les prix transparents. Une opération de la cataracte coûte l'équivalent de 50 francs suisses. Harry Karki, l'administrateur de l'hôpital, parle des activités de son établissement. Nous intervenons sur 2 plans différents. Nous guérissons les malades et nous faisons de la prévention. Le travail d'information se fait dans les villages, le traitement surtout à l'hôpital. Les patients peuvent s'y présenter quotidiennement entre 8h et midi. Ils sont examinés et, si nécessaire, opérés. Quand l'affluence est importante, nous opérons tous les jours. Dans les villages, nous informons la population sur les maladies oculaires. Nous procédons à des examens de la vue et des yeux pour tous les enfants scolarisés. Nous organisons des formations pour bénévoles et mettons sur pied des unités ophtalmologiques mobiles. Notre rayon d'action s'étend aujourd'hui sur 5000 km² et couvre une population de 2,3 millions d'habitants. Chaque semaine, nous visitons 2 nouveaux villages. Pour cela, il nous faut un véhicule tout-terrain qui ne craint ni les cours d'eau, ni les ornières profondes creusées par les chars à bœufs. Dans le hameau de Sabaïla, Achari, le responsable du programme, procède à des examens oculaires simples. Pabitri a 50 ans et elle souffre de cataracte. Elle est aveugle d'un œil, elle ne voit que faiblement de l'autre. Manki est aveugle depuis 10 ans et abandonnée à son sort. Le destin de ces 2 femmes est lourd à porter. Incapables de travailler, elles n'ont plus de valeur pour leur famille. Cette ordonnance va les sauver. Elles ont été sélectionnées pour être opérées de la cataracte à l'hôpital ophtalmique. Pour elles, cette intervention signifie ne plus être une charge et commencer une vie nouvelle. Ainsi, la possibilité d'une opération attire de nombreuses personnes qui ne reculent devant aucun effort pour se rendre à l'hôpital de Janaki. Certaines s'y rendent à pied, simplement accompagnées par un membre de leur famille. Manki et Pabitri, les 2 femmes aveugles, ont plus de chance. À l'extérieur de leur village, il y a un arrêt de bus. Elles n'ont pas besoin de parcourir à pied les 15 km qui les séparent de l'hôpital.
Des gens à haillons, des bus délabrés. Où que l'on regarde, on ne voit que la misère. À Janakpur, il y a peu de voitures privées. Le carburant y est aussi cher qu'en Suisse et ici, personne n'a les moyens d'en acheter. Pabitri et son accompagnatrice descendent d'un bus rouillé. Ils s'arrêtent à proximité de l'hôpital ophtalmique. La plupart des patients s'y rendent à pied parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le trajet en cyclopousse. En remettant à la réception l'ordonnance donnant droit à l'opération, chaque patient reçoit une confirmation de prise en charge. Puis Manki est conduite à l'admission. En apposant son empreinte digitale sur un formulaire, elle donne son accord pour l'intervention. On n'opère toujours qu'un seul œil. Avant l'intervention, on coupe les cils de Manki. La procédure est rapide. Les patients qui se présentent à l'hôpital sont pris en charge tout de suite. Un quart d'heure après son arrivée, Manki est placé dans la file d'attente devant la salle d'opération. Pour entrer dans ce sanctuaire, il faut enlever ses chaussures. Au bloc opératoire, on pratique une anesthésie locale et l'œil qui sera opéré est désinfecté avec de l'iode. Personne n'est admis au bloc opératoire sans ordonnance médicale. Jusqu'à sa sortie, chaque patient serre dans sa main le précieux papier. Pabitri a reçu une anesthésie locale par injection. On lui masse brièvement l'œil avant de le comprimer à l'aide d'un point en plomb destiné à mieux répartir l'anesthésiant et à réduire la pression intraoculaire. Manki reçoit elle aussi une piqûre. Il faut compter 10 minutes environ jusqu'à ce que l'anesthésique déploie son effet. Damodar Pradhan, le directeur médical, nous parle des conditions de travail dans le bloc opératoire. Notre unité comprend 4 tables d'opération et 2 microscopes portables, dont un est malheureusement défectueux. Nous sommes 2 chirurgiens et l'un d'entre nous est obligé de travailler avec des lunettes grossissantes. En temps normal, nous opérons une 50aine de patients par jour, mais il nous est déjà arrivé d'avoir plus de 200 patients en une seule journée. Chaque année, nous constatons une augmentation des patients d'environ 30%. À l'avenir, je ne sais vraiment pas comment nous arriverons à venir en aide à tant de malades sans agrandir l'hôpital. Même les jours où le nombre des interventions ne dépasse pas 50, il faut travailler de manière extrêmement efficace. En attendant son tour, Pabitri est placé sur un banc dans le bloc opératoire. Dès qu'un patient a été opéré et soigné, on passe au suivant. Cette année, les 2 chirurgiens ont opéré 6412 patients. Mais rien que dans la région de Janakpur, on compte 60 000 aveugles. Au fur et à mesure que la population entend parler de l'hôpital ophtalmique, les patients affluent toujours plus nombreux et l'aide apportée par la Croix-Rouge devient de plus en plus indispensable. Le moment est venu pour Pabitri de subir son opération. Le chirurgien fixe d'abord le muscle oculaire pour faciliter l'accès au point d'intervention. L'œil est incisé près du bord de la cornée. La longueur de l'incision est de 7 mm environ. Elle est pratiquée de telle manière qu'elle puisse se refermer d'elle-même. Le chirurgien travaille à l'aide du microscope ou des lunettes grossissantes. Par une légère pression, il procède à l'extraction totale du cristallin. Les implants intraoculaires sont fabriqués au Népal
et coûte environ 5 francs suisses la pièce. Le cristallin artificiel est implanté dans l'œil et fixé à l'aide de 2 anneaux capsulaires. Aucun point de suture n'est nécessaire. Pabitri va recouvrer la vue. À côté de la salle d'opération se trouve une chambre stérile. 2 marmites autoclaves y travaillent à toute vapeur. Les pansements oculaires et les compresses sont préparés en fonction des besoins. Les jours de grande affluence, les champs opératoires sont restérilisés sans être nettoyés au préalable. Par une fenêtre coulissante, ils sont livrés directement dans la salle d'opération. Une méthode inconcevable dans les hôpitaux occidentaux. Pabitri a subi son intervention. Tout le monde a mal après l'opération. Mais ici, il faut endurer la douleur, car on ne dispose pas d'analgésique. L'établissement ne propose rien à boire ni à manger, et chacun le sait. Les proches des malades ont apporté des vivres qu'ils apprêtent dans le jardin, derrière l'hôpital. Les chambres sont exiguës. Chaque patient est accompagné par un membre de la famille au moins. Lorsque la nuit tombe sur Janakpur, chaque lit d'hôpital est occupé par au moins 3 personnes. Mais ici, personne ne s'en offusque. Le lendemain matin, le docteur Pradhan fait sa tournée. Il examine l'œil et la plaie. Si l'opération a réussi, l'aveugle peut à nouveau voir. Rassemblés à la fenêtre, les membres de la famille suivent le verdict tant attendu. Comme tous les patients fraîchement opérés, Manki doit se soumettre à un examen de la vue. Si tout est en ordre, elle pourra quitter l'hôpital. Après la visite médicale, nous rencontrons Manki dans le jardin, entourée de ses proches. Elle rayonne de bonheur et se confond en remerciements. On lui a rendu la lumière du jour et de son œil opéré, elle voit sa belle-fille pour la première fois. Le bonheur de Manki a un prix, 50 francs. En Suisse, c'est l'équivalent d'une cartouche de cigarette ou d'un dîner au restaurant. Je me suis mise à la disposition de la Croix-Rouge suisse comme ambassadrice en faveur de la lutte contre la cécité due à la pauvreté. Pour quelle raison? Parce que je connais la pauvreté et que j'ai vu la misère. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont aveugles, des mères qui n'ont encore jamais vu le visage de leurs propres enfants parce qu'elles sont aveugles. Et cette détresse, nous avons la possibilité d'y remédier. Il suffit de 50 francs suisses pour qu'une personne retrouve la vue. La Croix-Rouge suisse s'engage en faveur du traitement des maladies oculaires et elle s'efforce de prévenir la cécité due à la pauvreté par l'information sur les mesures d'hygiène et une alimentation saine dans les écoles et les communautés villageoises. Tous les enfants scolarisés sont enregistrés dans le cadre du programme scolaire et soumis à un contrôle de la vue. Achari, responsable du programme, estime que 10% des écoliers présentent déjà des problèmes oculaires. Du personnel spécialement formé et des bénévoles organisent les unités ophtalmologiques mobiles sous le regard omniprésent de Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, vénéré par tous. Placés à une certaine distance du panneau, les enfants doivent pouvoir lire la dernière ligne en tout petits caractères. Ceux qui y parviennent n'ont pas de problèmes oculaires. Sur quelques 300 écoliers, 34 présentent déjà une maladie des yeux sévère. Chaque année dans le monde, 500 000 enfants perdent la vue en raison d'une carence en vitamine A. Le trachome peut également conduire à la cécité. 146 millions de personnes en sont atteintes en raison du manque d'hygiène et par le fait que la population ignore souvent tout des possibilités de traitement.
En outre, les gens sont trop pauvres pour se procurer les médicaments nécessaires. Les écoliers sont examinés dans le cadre des unités mobiles. Une fois le diagnostic posé, les médicaments leur sont remis gratuitement. Mais parfois, même les médicaments sont impuissants. Cette fillette a perdu un œil parce que ses parents n'avaient pas les moyens de l'emmener chez le médecin. Il faut procéder à l'ablation de la tumeur avant qu'elle ne s'étende encore. Cet enfant pourra subir une intervention gratuite. Aux côtés du personnel spécialisé, les jeunes bénévoles jouent un rôle crucial. Après une période de formation, ils se rendent dans les écoles pour expliquer comment prévenir les maladies oculaires par une alimentation équilibrée, une bonne hygiène et la consommation d'eau propre. Ils fournissent un important travail d'information. Les déplacements des équipes mobiles de la Croix-Rouge sont dangereux. Il arrive qu'elles soient attaquées par des rebelles maoïstes. L'armée est omniprésente. Le district de Sindouli est pris en tenaille entre les fronts. Lors d'un contrôle réalisé dans cette école, on a découvert que 2 sœurs étaient en train de perdre la vue. Ashunta a 9 ans. Elle présente une cataracte aux 2 yeux. Elle éprouve de plus en plus de difficultés à lire et à écrire. Sunita, sa petite sœur, est déjà aveugle d'un œil, probablement de naissance. C'est chose courante dans les pays pauvres, où les futures mères n'ont souvent pas assez à manger. Les parents des 2 fillettes sont pauvres et travaillent pour un grand propriétaire terrien qui paie l'écolage de leurs filles. L'école permet aux enfants d'accéder à un avenir meilleur. Il est donc d'autant plus important d'arrêter la progression de la cécité. La famille vit dans une cabane à la lisière de la jungle. Quelques rayons de lumière pénètrent à l'intérieur à travers les fissures dans les murs. Comme l'uniforme scolaire est précieux, elle l'enlève en arrivant chez elle. Il n'y a pas d'électricité, pas de toilette, ni table, ni chaise. Il n'y a pas non plus de puits et l'eau doit être amenée chaque jour à la force des bras. À moitié aveugles, les fillettes s'efforcent de faire leurs devoirs. Couchées sur des nattes de riz, elles profitent des dernières lueurs du jour. Les conditions de vie sont dures et n'ont rien à voir avec ce qui pourrait paraître romantique à certains adeptes de la vie en plein air. Indra, la mère, cuisine sur un foyer ouvert. Une seule casserole, un seul mets. Les légumes, sortes d'épinards, proviennent de son petit potager. Le riz quotidien est préparé à l'avance. Une fumée âcre emplit toute la cabane. À Sindouli, la moisson a commencé. Tant de dur labeur pour Chandra Magar, le père des 2 filles. Il ramasse le riz pour son maître et laboure les champs après la récolte. Les Népalais ne prennent que 2 repas par jour, le premier dans la matinée, le second après leur journée de travail. Ils mangent du riz décortiqué avec des pois jaunes ou des légumes. Si elle calme la faim, cette alimentation monotone n'en conduit pas moins à des carences. La maison de Chandra Magar est à une demi-heure de marche de Sindouli. Cette ancienne ville caravanière abrite un petit dispensaire relié à l'hôpital ophtalmique de Janaki. Chandra Magar emmène ses 2 filles chez un ophtalmologue qui va décider du traitement destiné à enrayer la progression de la cécité. Dans un premier temps, Ashunta, la plus âgée, portera des lunettes spéciales. Cela coûtera moins cher qu'une opération. Pendant que le médecin examine Sunita, nous nous rendons au marché de Sindouli. Nous revoyons Chandra Magar à l'arrêt de bus. Sunita sera opérée et le plus tôt sera le mieux. Il monte dans le bus pour Janakpur. L'intervention aura lieu demain.
Aujourd'hui, plusieurs enfants doivent être opérés. L'affluence est particulièrement importante et les gens se bousculent devant le bloc opératoire. Chacun défend sa place dans la file d'attente. Dans le bloc opératoire, Chandra Magar et sa fille attendent l'anesthésiste. Sunita a peur. Cet univers rempli de seringues et de draps verts lui est totalement étranger. Sunita résiste désespérément. Une anesthésie générale semble nécessaire. Alors que le chirurgien opère, le père et la sœur de Sunita assistent à l'intervention. Le médecin éloigne le cristallin opacifié et le remplace par un implant. Comme il n'y a pas de salle de réveil, Sunita est installée à même le sol devant le bloc opératoire. Bien sûr, au réveil, elle pleure, car l'œil opéré la fait souffrir. Chandra Magar porte Sunita dans la salle de repos. Au Népal, ce sont les pères, en tant que chefs de famille, qui accompagnent leurs enfants lors d'événements majeurs, comme c'est le cas de cette opération. Les pères népalais s'acquittent bien de cette tâche, car ils savent rester calmes et réconforter leurs enfants qui souffrent. Le lendemain matin, le pansement est enlevé avant la visite du médecin. Ce sont les dernières larmes que Sunita versera pour son œil. La joie est grande, car Sunita a retrouvé la vue. Le docteur Pradhan examine l'œil et se dit très satisfait du résultat. C'est presque un miracle. 20 heures après l'opération, Sunita voit parfaitement. Normalement, on compte 6 semaines pour que l'œil se remette entièrement. À titre préventif, Chandra Magar reçoit des médicaments pour sa fille. En effet, il faut éviter qu'une fois de retour à Sindouli, des bactéries ne compromettent le résultat de l'intervention. Sunita reçoit également une paire de lunettes de soleil, car il est important qu'elle protège son œil fraîchement opéré des rayons du soleil et de la poussière. Depuis sa naissance, Sunita n'a perçu qu'un monde gris et flou. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, elle voit tout clairement. Vous venez de faire la connaissance de quelques personnes ordinaires à qui l'on a offert la possibilité de recouvrer la vue. Pendant les 25 minutes que vous avez passées à regarder ce film, 271 adultes et 27 enfants sont devenus aveugles.
C'est pourquoi des dentistes suisses ont décidé de lutter eux aussi contre la cécité due à la pauvreté. L'action Vieil Or pour redonner la vue me tient particulièrement à cœur. Grâce à la générosité de nos patients, le Vieil Or dentaire peut être envoyé au bénéfice de cette campagne et avoir une influence directe sur la cécité liée à la pauvreté. Plus il y aura de médecins dentistes participant à cette action, plus longtemps elle durera. Chacun peut soutenir l'action Vieil Or pour redonner la vue en faisant don des bijoux en or qui ne sont plus portés. Les recettes permettent à la Croix-Rouge suisse de venir en aide à de nombreuses personnes. Une donatrice s'explique. J'ai lu tout à fait par hasard dans un article que la Croix-Rouge suisse récoltait le Vieil Or en faveur de Népalais devenus aveugles en raison de leur pauvreté. Je me suis tout de suite mis à la recherche du Vieil Or que je possédais et je l'ai envoyé à la Croix-Rouge suisse. Parce que je sais qu'avec cette institution, les fonds récoltés grâce à ce Vieil Or iront bien aux bénéficiaires désignés. Nos chaleureux remerciements à nos sponsors, Hirslanden et Cendre Métaux.